pierre sèche, on a fait des murs partout dans le monde avec de la pierre dite dépierrage. C'est-à-dire on a voulu mettre en culture des terrains. Et la mise en culture nécessitait qu'on extrait les pierres qui étaient mélangées à la terre. Et ces pierres-là, il a fallu, les humains ont trouvé un usage commode et intéressant de les mettre en mur pour faire du parcellaire, protéger des animaux, un jardin potager. Pour moi, les seuls ouvrages qui rentrent dans la définition de la pierre sèche sont soit les pierres posées à blanc, à nu, sans aucun mortier, soit éventuellement, et ça c'est la discussion, avec un mortier qui n'a pas de liant, comme la technique des murs talus, où on ourde les pierres, c'est-à-dire on assemble les pierres à l'aide d'un mortier de terre végétale. On peut largement supposer que le montage de la pierre était quelque chose d'assez universel. En pays de pierre, partout dans le monde, les humains ont développé cette même technique. Et ce qui est intéressant, c'est que la pierre sèche, c'est vraiment un patrimoine technique commun à toutes les sociétés humaines qui vivaient le long de pentes. On ne peut pas, vu que ces choses-là se sont passées dans les temps préhistoriques, les premières fois, on ne peut pas avoir d'écrits qui prouvent que cette technique a été découverte en plusieurs endroits à la fois. On ne peut pas avoir de preuves. Tout comme on ne peut pas avoir de preuves que cette technique a été trouvée à un endroit et s'est dispersée dans le monde entier par des contacts entre des populations anciennes. La construction en pierre chez nous en Bretagne commence vraiment avec le néolithique et l'arrivée des premières sociétés agricoles sur nos terrains. Et ce sont donc ces premiers agriculteurs qui commencent à bâtir des constructions pérennes en pierre et qui sont, pour celles qui sont parvenues jusqu'à nous, essentiellement des constructions funéraires ou symboliques. Et puis surtout, on a des constructions en pierre sèche d'architecture, donc de tombeaux, qu'on regroupe sous la grande famille des tumulus ou des cairns, donc qui sont des constructions de pierre sèche, qui mêlent des blocs de pierre mégalithiques, donc de gros blocs de pierre qui constituent les piliers des tombeaux et les couvertures des chambres funéraires. Et parfois on a des techniques de construction de systèmes de voûtes, notamment de voûtes en encorbellement. En fait, ce qu'on constate, c'est que toutes les collines qui forment aujourd'hui les pointes autour du golfe du Morbihan ont été plus ou moins occupées par un monument mégalithique, plus ou moins ruiné aujourd'hui, mais en fait vraiment tout ce territoire a été très largement couvert de ces monuments. On a le granit, on a le quartz. Sûrement, ouais. Mais qui est dans le sol. C'est pour ça que quand ils ramassaient leurs pierres, tu vois, ils ramassaient les petites pierres, et ça c'est la pierre qui était dans les terrains, qui ramenait dans le talus. Ça faisait du moellon. Oui, c'est ça, oui. La technique de la pierre sèche, en Bretagne en tout cas, elle a été principalement utilisée donc, pour tout ce qui est mur de clôture de parcelles, mur talus, technique des murs talus, et puis tout ce qui est mur de soutènement, chose qu'on va retrouver majoritairement dans le golfe du Morbihan. C'est ça, à mon avis, le patrimoine qui doit être le plus important. Disons qu'on va avoir de la pierre sèche à vocation de murets de soutènement, par exemple, beaucoup plus sur certains bassins. Et je pense au bassin de la Rance ou dans le golfe, par exemple. Là, on a une présence massive de l'eau, bien évidemment. Alors, les premiers terre-pleins au Bonneau, je ne peux pas vous donner une date précise, mais enfin, on voit que ça commence à s'édifier de façon conséquente dès les années 1890 et ça va durer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire en fait jusqu'à ce que tout le linéaire de la commune soit occupé par des terre-pleins. Il y a eu 200 terre-pleins qui ont été construits au Bonneau. Dans notre rivière, on a cette chance, c'est que de Saint-Avoie d'un côté et de pratiquement l'entrée du port de Saint-Goustan de l'autre, pour la partie amont, en allant pratiquement jusqu'à Locmariaquer en aval, on avait autrefois une suite presque ininterrompue de gisements d'huîtres sauvages, donc de géniteurs. Donc tout naturellement, c'est là qu'on va s'installer pour faire du captage. Donc on va adapter les lieux, parce que pour pouvoir travailler, il faut tout de même
un minimum d'aménagement, puisqu'au départ c'est simplement c'est la côte naturelle, hein, la côte les rives de la rivière sont en pente, ça descend dans l'eau, bon, c'est pas conçu pour pouvoir travailler, donc on va établir ce que l'on appelle des terre-pleins. Alors un terre-plein, qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement on va construire un mur en pierre et derrière on va remblayer de façon à obtenir une plateforme horizontale sur laquelle on pourra justement travailler. Tout doit se faire éventuellement par la mer ou en prenant les matériaux sur place, donc les choses vont être assez simples. C'est que tout simplement on va creuser en arrière du terre-plein, on va creuser dans la butte qui n'est à l'époque qu'un landier appartenant à des agriculteurs mais qui ne l'exploitent pas, donc ça ne leur fait pas défaut. Donc on creuse, on récupère de la pierre, on construit le mur et puis avec tous les débris on comble et on fait ce fameux terre-plein. Pour moi, on commence à parler de pierre sèche du moment où il y a des techniques d'assemblage, d'appareillage. On va parler en maçonnerie. Les pierres ne sont pas juste posées comme ça, elles répondent à certaines règles pour assurer la stabilité et la pérennité de l'ouvrage. Le but c'est de la mettre un petit peu plus à chevaucher sur les... Sur celle-ci Contre... Voilà. Une fois qu'on va caler, ça va être bien. Alors donc la constitution d'un mur en pierre sèche suit une règle définie par les murailleurs. C'est-à-dire que on a ce qu'on appelle des boutisses, c'est-à-dire des pierres qui vont aller à l'intérieur du mur pour bloquer l'appareillage. On a ce qu'on appelle le parement, c'est-à-dire les pierres qui sont face, sur lequel on cherche un peu l'esthétique. On a l'appareillage, donc l'appareillage c'est effectivement des pierres qui viennent caler tout l'ensemble pour pouvoir bloquer et solidifier tout l'ensemble. Quand on crée un mur en pierre sèche, on crée un fruit et le fruit c'est l'inclinaison du mur. Et en fait c'est pour que la poussée soit dans le bon sens. Simplement si on faisait un mur droit, il y aurait une poussée qui pousserait à force et qui s'écarterait comme ça, en s'assurant qu'il y ait une toute petite pente vers l'intérieur. Du coup la poussée est dans le bon sens. C'est ce qu'on appelle le tétupic. C'est un outil qui fait à la fois marteau d'un côté et une pointe de l'autre côté. Donc ça nous permet, cet outil-là, d'enlever des petites bosses ou de casser un petit éclat de pierre qui nous gênerait. Après, donc, on a ce qu'on appelle la boucharde. La boucharde, c'est un outil de taille de pierre. Après, on a donc une massette. On a une chasse. Elle nous permet de refaçonner la pierre, de lui donner quelque chose de plus facile à loger. Alors après, ici, tu as ce qu'on appelle un ciseau qui nous permet, lui, d'enlever des petites matières. Et puis le dernier, c'est le poinçon. Le poinçon, ça nous permet, si tu veux, d'enlever des bosses. Ça, c'est un outil, dès l'instant qu'on s'en sert comme ça. Ça, c'est un outil. Maintenant, si on est dans cette configuration, ça, c'est l'outil, ça, c'est un instrument. Et c'est vrai. Avec l'instrument, je tape sur l'outil. Ça ce sont nos chutes de taille. C'est ce qu'on appelle aussi des aiguilles, c'est-à-dire qu'après c'est ce qui vient aussi nous aider soit à combler des vides pour des raisons esthétiques. Donc par exemple ici on va venir caler une pierre pour boucher le petit trou, mais aussi pour des raisons techniques dans le sens pour faire tenir la pierre. Et donc par exemple on va venir caler une pierre ici qui va faire en fait un blocage. C'est à ça que nous servent en fait toutes les chutes de taille et c'est pour ça qu'on les jette jamais. On pose une pierre, on la pose et on la cale. Là, elle est calée. Puis après on regarde si elle s'aligne bien dans le plan. Et le plan que l'on veut donner au mur, au parement du mur, il est matérialisé par ces deux ficelles. On travaille ensemble, même si on est chacun de notre côté de notre mur, parce que si par exemple j'ai une boutisse à poser comme celle-ci, qui me permet de créer une clé à l'intérieur du mur et de m'assurer qu'il y a bien des pierres qui sont traversantes, si je mets une pierre comme ça,
il peut plus mettre de boutisses de son côté. Donc il faut qu'on communique. Si cette pierre, elle part légèrement comme ça, donc il a fallu trouver des pierres qui soient plus larges là et moins larges pour pouvoir trouver une uniformité. Et comme disait Céline, quelqu'un qui travaille sur un endroit, eh ben, il n'a pas forcément envie que l'autre vienne empiéter sur cet endroit-là pour qu'il ait un champ de vision en fonction des pierres qu'il va prendre, les poser où lui, il a pensé la poser. Quand on commence à porter des pierres, il faut que ton corps soit en adéquation avec les volumes que tu vas transporter, parce que quand même, entre la manutention qu'on peut faire, aller chercher avec un démolisseur ou en carrière des pierres, on charrie quand même 16 tonnes de pierres par mois, donc ce qui est quand même impressionnant. On soulève une pierre avec sa tête et pas avec ses muscles. Voilà. Avec ses muscles, on s'use, avec sa tête, on se préserve. Alors en effet, quand j'ai commencé ce métier, j'ai eu, je pense, le même a priori que les gens qui me voient faire des murs. C'est-à-dire que je me suis dit que c'était un métier d'homme, parce qu'il y avait beaucoup de grosses charges à porter. Au final, en dehors des pierres de soubassement, qui sont les grosses pierres en bas, les pierres sont tout à fait soulevables et sont tout à fait à ma portée. Elles font rarement plus de 20 kg, donc ça va, ça reste tout à fait portable. Et puis pour les pierres de soubassement, après on a des techniques avec pied de biche, diable. Donc c'est sûr que quelqu'un comme Jean-Yves par exemple porte des pierres beaucoup plus grosses que moi, à bras le corps. Mais en fait c'est pas forcément indispensable et on peut faire autrement. En tout cas, les femmes, souvent, dans les boîtes de maçonnerie, elles amènent à une autre façon de travailler. C'est-à-dire que là où certains hommes, surtout en maçonnerie, vont jouer tout sur le physique et tout en puissance, en général, alors c'est toujours faut à prendre avec des pincettes, hein, mais en général, les femmes n'ont pas les mêmes capacités physiques, pour certaines en tout cas. Et du coup, elles amènent une autre intelligence. C'est-à-dire qu'il y a 1000 façons d'arriver au même résultat. Et le jouer par la force, ça marche, mais à long terme, ça casse quand même. Et les femmes ont cette vertu-là quand même de ramener un peu d'intelligence dans les façons de travailler et ça sert tout le monde, même les gens qui ont le physique. Et du coup, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Effectivement, eu des réactions un petit peu étonnées, des gens, des passants qui sont dans la rue et qui nous regardent faire les murs. Et en fait, à partir du moment où ils voient le résultat, ils sont tout de suite, au contraire, dans la valorisation en fait, du fait que ce soit une femme qui fasse le métier. Et en fait, au contraire, à la limite, j'ai plus de compliments que Jean-Yves. Alors, je ne sais pas comment je dois le prendre, mais en fait, du fait d'être une femme, je crois qu'on a en fait une image encore plus positive. Parce que justement, quelque part, on est une femme, qu'on ne s'attend pas à nous trouver dans ce métier-là, et qui voit bien que sur l'ouvrage, il n'y a pas de différence en fait entre la partie de Jean-Yves et la mienne. Donc les a priori tombent assez vite devant les résultats en fait. La seule façon d'être à l'aise, hein, c'est d'en faire. Il faut bouger du caillou pour arriver à ce que ça devienne vraiment des automatismes et qu'on n'ait plus besoin de réfléchir. Et c'est d'ailleurs là qu'on commence à être bon en général, quand on ne réfléchit plus. Alors j'avais fait un stage avec Thiès Braise de 2 jours. J'ai trouvé ça sympa, mais je me sentais pas capable de le faire moi-même. J'avais pas la patience, parce qu'il faut beaucoup de patience pour faire ça. Et puis en fait, petit à petit, on commence à prendre le coup, savoir où placer les pierres, etc. Et puis on commence à prendre du plaisir à le faire. Voilà, c'est un grand pulse. Hein. C'est un côté assez sympa pour finir. C'est juste que moi je suis toujours pressé, faut que ça avance et tout ça, il y a tellement de travaux à faire. Mais là en fait on prend le temps et on fait bien les choses, puis on se dit que l'ouvrage va rester certainement longtemps après qu'on soit décomposé, on espère en tout cas. Donc c'est sympa aussi de se dire qu'on fait des choses pour les générations futures. Je peux vous dire que en quantité de murs qui sont faits, si on compare les murs en parpaing et les murs en pierre sèche, je pense que à 95% les murs en pierre sèche, ils dureront plus longtemps que 99% des murs en parpaing.
D'ailleurs, le parpaing, c'est déjà un déchet dès qu'on l'achète. Alors, c'est pas le cas de la pierre. Ces ressources, ces pierres, en général, sauf exception, elles viennent du coin, elles sont réutilisées. Donc, en termes de ressources naturelles, c'est neutre. On n'a pas besoin de sortir des choses de terre, quoi. Et aujourd'hui, mine de rien, ça a son importance. Vivement, quand on est sur un chantier sympa comme ici, qu'il fait beau, tout va bien. C'est une question de jeunes. De jeunes modernes. Ouais, c'est pas trop fatigant. C'est un endroit super ventilé parce que l'air passe entre les pierres. Donc c'est un milieu sec qui sera favorable aux lézards, à tout un tas de petits de musaraignes qui chassent des insectes. Et c'est pareil pour la flore. La flore, on saura choisir le milieu idéal pour elle, en pied de mur, en milieu de mur, en tête de mur. On n'aura pas la même flore qui s'installera. Donc c'est des milieux très très riches pour la biodiversité. Il n'y a pas de place au vide dans la nature. C'est la plante la plus résistante et elle choisit où elle se développe à la faveur de sa disposition sur le mur, parce qu'en plein sud, ici on est exposé plein nord, donc on a des plantes qui aiment plutôt l'ombre, la fraîcheur. De l'autre côté du mur, si c'était plein sud, on aurait une autre végétation qui serait sûrement différente. Alors il y a on appelle ça de la petite fougère, je pense. La petite fougère, du lierre et puis d'autres petites plantes qui sont du nombril de Vénus, la mousse, différentes mousses. On a du noisetier qui couvre et qui enlève de la clarté. C'est les plantes de l'ombre qui résistent le mieux, quoi. Mais c'est très joli. Alors, tout ce qui est nature, ça nécessite beaucoup d'entretien. Et si on oublie de revenir régulièrement, et ben, ça part en végétation et ça part à l'oubli. C'est l'authenticité, en fait. Je pense que c'est le charme de ces vieux murs qui a donné l'envie aux gens qui ont des maisons dans le coin et qui sont proches de ces murs, d'avoir le même type de mur autour de chez eux, de faciliter une insertion paysagère également, et du coup d'avoir une maison qui est bien intégrée dans l'environnement où ils sont. Un muret en pierre sèche, il va répondre à plein de choses, outre sa fonction première, par exemple pour un mur de soutènement qui est de soutenir la terre derrière. C'est-à-dire que ça va être un habitat pour une flore spécifique, pour une microfaune spécifique. C'est fait avec des matériaux qui sont locaux, qui ont une empreinte carbone qui est nulle ou quasiment nulle. Je veux dire, ça répond à beaucoup d'enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui. Des enjeux de bon sens qu'on avait un peu perdus les 70 dernières années sous l'égide du progrès. On a tendance à croire qu'un muret en pierre sèche ne tient pas dans le temps. Pendant longtemps, on a juré que par le voile béton. Il faut relativiser ça parce qu'on a devant nous des exemples qui ont plusieurs centaines d'années, qui ont bien montré leur résistance. Donc ça tient. Par contre, ça demande de l'entretien. Ça, faut en avoir conscience. Donc il y a un gros travail de pédagogie à faire. Envers la maîtrise d'ouvrage et particulièrement la maîtrise d'ouvrage public. Mais on sent bien que le vent tourne et qu'on est à l'aube de changements de pratique quand même à ce niveau-là. Le muret qu'on a en face de nous a été remonté, il y en a quasiment un peu moins de 400 mètres de muret sur une hauteur de 90 cm. Et donc c'est le chantier d'insertion dit des chantiers des mégalithes.
Donc voilà, ce muret-là, il était, comme je vous le disais, il était fait en quasiment 2 ans et demi, 3 ans. Donc les chantiers d'insertion sont indispensables pour nous au Centre des Monuments Nationaux pour effectuer ce genre d'ouvrage, puisque nous, en petites équipes de 3-4 agents d'entretien, on n'a pas la capacité, on n'a pas le temps pour faire ce type d'ouvrage. Alors sur tous les sites qui sont valorisés un peu et puis qu'on essaie de mettre un peu à jour, effectivement, tout là où on retrouve des anciens murets, systématiquement on essaye de les remonter, soit via les chantiers d'insertion ou ce genre de partenariat. Ça revalorise le site et ça permet aussi aux visiteurs de voir qu'on arrive sur un site qui est loin d'être à l'abandon, puisqu'il est protégé par ces murets-là. Ces terre-pleins sont devenus des lieux de promenade, et des lieux de promenade très fréquentés par les bonovistes eux-mêmes. Ce n'est pas uniquement une affaire de tourisme. Donc on va commencer à en restaurer quelques-uns. Et puis finalement c'est plutôt quelque chose qui est bien perçu par la population, qui était attachée donc à ces terre-pleins, puisque pratiquement dans chaque famille traditionnellement on avait son terre-plein. L'ostréiculture a quand même été, depuis le milieu du 19e siècle, une activité importante dans notre région, qui a contribué plus ou moins à la façonner, justement en façonnant ces paysages littoraux. Il y a les terre-pleins, mais il y a aussi toutes les cabanes ostréicoles. C'est un tout. Et c'est un tout, oui, à mon avis, qui mérite d'être conservé comme étant le témoin d'une activité, et d'une activité qui n'est pas morte, qui a évolué. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un regain d'intérêt pour ces techniques-là. Enfin, nous, on le sent, en tout cas, au sein de Thiès-Bréz, on le sent bien, parce que c'est des formations qui ont le vent en poupe, c'est-à-dire qui intéressent beaucoup de monde. J'avais demandé aux gens qui étaient là pour apprendre ces techniques-là, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux, quand ils voyaient un muret qui commence à perdre une pierre, 2 pierres. Et la réponse était souvent, on va à la mairie prévenir pour que les services techniques viennent et replacent les pierres. Et la vraie question, c'est pourquoi ils ne l'ont pas remis eux. C'est-à-dire que les mairies ont probablement plein d'autres choses à faire, et que si on remet la première pierre qui est tombée, ça veut dire que la deuxième ne tombera pas. Et regarder les choses se délabrer sans agir, enfin, on en est tous responsables. Et je pense que c'est comme ça depuis l'aube des temps. Enfin, beaucoup de ces ouvrages-là étaient des communs. C'est-à-dire qu'ils n'appartenaient pas à personne, ils appartenaient à tout le monde. Et du moment où ils appartenaient à tout le monde avait une part de responsabilité dans leur entretien et leur maintenance. Et je pense que c'est important de garder ça à l'esprit et de continuer ce que les générations précédentes ont pu faire, et entretenir, donc d'aller dans le même sens. J'ai une grande admiration, moi, pour les maçons, les murailliers. Partir de rien et faire un ouvrage comme ça, je trouve ça incroyable. C'est vraiment incroyable. L'effort est récompensé par l'ouvrage qu'on a fait et le fait que les gens soient contents. Ça reste quand même des réalisations où même les gens qui passent s'arrêtent pour regarder. Donc ça met en valeur notre métier. Et je pense qu'aujourd'hui, le métier de murailleur, s'il est appelé à être reconnu dans les chambres de métier, nous permettra réellement d'attirer des gens et puis surtout de transmettre le savoir. C'est aussi une preuve qu'on peut réaliser des murs qui sont aussi solides que des murs en parpaing, et avec la pierre qui est un élément naturel qu'on a sous nos pieds,